Alors Station F, on va pitcher le décollage de Station F. Donc vous pouvez considérer que vous êtes en salle d'embarquement. On a tous entendu parler de Station F et là on va découvrir avec Marwan, donc, qui gère le programme Startup, un petit peu l'envers du décor, ce qu'on met dans le contenu et finalement comment on disrupte l'accélération. Alors c'est plus qu'un accélérateur, on va voir tout ça ensemble. Mais avant, pour commencer, Marwan, j'aimerais bien on n'a pas encore les casques de réalité virtuelle, mais comme peut-être vous n'avez pas tous vu des photos ou encore visité, est-ce que tu pourrais nous faire une petite visite virtuelle de Station F et Alfred Ciné, tout l'historique? Bien sûr. Alors vous avez tous des smartphones ou des Mac ou PC, donc vous pouvez tous regarder stationf.co. Vous allez voir un peu la beauté de ce bâtiment. Donc Station F, effectivement, c'est le nouveau nom du projet de la Alfred Ciné qui a commencé en octobre 2014. Donc clairement, c'est un bâtiment qui est classé patrimoine aujourd'hui. Donc c'est un beau bâtiment qui a été construit dans les années 20, qui est complètement rénové. C'est géant, clairement. C'est le plus gros campus de start-up au monde. On parle de 34 000 m², 310 mètres de long. Donc il faut imaginer, lorsque vous rentrez dans le bâtiment, vous avez toute la profondeur. C'est la longueur d'un train, tout simplement. 60 mètres de large. Et qui va accueillir du coup 1000 startups en son sein. Et c'est tout un campus qu'on peut expliquer. Donc c'est ça, on a annoncé 1000 startups. Vous allez vraiment mettre 1000 startups? Effectivement. Et alors pour expliquer, moi, mon rôle du coup dans l'équipe, c'est que je m'occupe du Founders Programme, qui est un des programmes de start-up de Station F. Il va y avoir une vingtaine de programmes de start-up. Alors pour vous expliquer un peu le projet, lorsqu'on parle de Station F aujourd'hui, on parle de campus. Campus pour différentes raisons. On va retrouver à Station F près de 3000 places pour les startups qui vont se regrouper en une vingtaine de programmes, gérés soit en direct, et c'est mon rôle du coup dans l'équipe, soit par des partenaires. On va retrouver des programmes gérés par Facebook, par Vente Privée, par Zendesk, par Ashoka, par HEC, etc., etc. Et notre propre programme, le Founders Programme. Alors justement, tu es très généreux, grande classe. Tu commences par parler des programmes des partenaires. Mais vos programmes à vous, je crois qu'il y a le Founder Programme. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Alors le Founders Programme, c'est l'un des programmes piliers du campus. C'est un programme qui va s'adresser aux boîtes early stage. Donc early stage, vous êtes dédié sur le projet, vous avez un MVP. Vous êtes une boîte de tech, c'est vraiment l'un des critères forcément. Vous pouvez postuler, vous êtes dans la cible. Donc, la sélection s'est passée les candidatures sont passées entre le 5 décembre dernier et le 5 février. On a 200 startups dans le cadre du Founders Programme, elles sont sélectionnées, donc elles sont prêtes à rentrer dès juillet. C'est un programme cœur, un programme pilier, parce qu'on s'adresse à des boîtes très jeunes. Elles sont au stade du MVP. Il y a à peu près 2-3 personnes par startup, et l'idée c'est de les emmener vers une première traction. C'est vraiment l'un des enjeux, et on a beaucoup bossé lorsqu'on a tous commencé sur le projet pour mettre en place les piliers, la philosophie du Founders Programme. Alors ouais, justement, on va faire un petit arrêt sur image, on va rembobiner le truc, parce que en fait, comment on disrupte un accélérateur? Finalement, il y a une grosse méthode en amont. Il y a plus d'accélérateurs que de start-up maintenant. Alors comment on fait les choses pour être différenciant, pour être impactant, pour avoir la culture start-up en tant qu'entrepreneur? Il y a des choses que tu peux nous partager là sur la méthode. Bien sûr, dans l'équipe, nous, on a commencé. Alors, Roxane Varza, qui dirige Station F, elle a commencé en octobre 2015 sur le projet. Dans l'équipe, on a tous commencé il y a à peu près un an. Et la première chose qu'elle nous a donnée comme consigne, c'est être start-up first. Donc, on a tous commencé. Et ce qu'on a fait les premières semaines, c'est de simplement rencontrer des start-up, des start-upers, des entrepreneurs. Donc, on a passé des jours et des jours à rencontrer des dizaines et des dizaines de start-upers, d'entrepreneurs. Clairement des études quali, on a fait aussi pas mal d'études quanti, on a sondé des centaines et des centaines de startups. On a voulu vraiment comprendre leurs premiers mois, par où ils sont passés, quels étaient leurs premiers besoins, est-ce qu'ils sont passés par un programme d'accompagnement, un incubateur, un accélérateur, est-ce qu'ils ne sont pas passés par un programme. Et on a vraiment sondé, pris des feedbacks terrain, pris des insights, confronté nos idées à leur parcours. Et justement, ils vous ont dit quoi si on devait faire un petit checklist des do et don't de la part des start-upers sur les process d'accélération, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la motivation lorsque certains postulent un programme d'accompagnement. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Donc, les réponses qui sont tombées souvent, c'est je cherche un cadre, On part souvent des boîtes du GAFA quand vous bossez, ils vous offrent un cadre assez exceptionnel. Comment, lorsque je suis un start-upper, je viens de commencer, je peux bénéficier d'un cadre aussi excellent? Il y a aussi l'idée de légitimer leur démarche.
lorsque vous lancez dans un projet, on le voit aujourd'hui lors du Web Today, et lors de l'ensemble des conférences, l'ensemble des talks portés par les entrepreneurs, c'est une vraie démarche, c'est un vrai risque. On quitte un emploi ou on se lance directement après les études. Comment, lorsque je postule, j'ai une légitimation de ma démarche finalement. Donc, qu'est-ce que j'apprends lors du process de sélection? Donc, c'est très important lorsque vous bossez là-dessus, c'est quel est le process de sélection qu'on va mettre en place pour accompagner les entrepreneurs. Est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose lors de ce process? Et aussi vraiment clairement, c'est l'idée de ne pas être coincé, de bénéficier vraiment de l'intelligence d'un lieu. C'est une phrase qui m'avait pas mal marqué, c'est je postule pour bénéficier de l'intelligence des autres qui seront autour de moi. Et on a vraiment construit ça. Et aussi dans les insights, il y a des startups qui n'ont pas fait de programme d'accompagnement. Et ce qui ressortait, c'était parfois le coût. C'est pas forcément donné. Lorsqu'on postule un programme d'accélération, soit c'est un coût au poste de travail, soit c'est un coût en termes d'equity. Parfois aussi l'impression d'être loqué. Vous suivez un programme auquel vous ne pouvez pas forcément vous démarquer. Vous devez vraiment le suivre. Et parfois, il y a des sérieux entrepreneurs qui ne ressentent pas le besoin d'un programme d'accompagnement, ce qui se comprend par rapport à l'expérience. Donc, on a mouliné tout ça et on a tiré les piliers du Founders Programme. Donc un des premiers éléments de la différenciation de votre offre, on va parler comme ça un peu marketing, c'est cette notion de flexibilité. À la carte. On ne logue pas l'entrepreneur, il prend ce qu'il a besoin en fonction du timing, de la roadmap et du track record. Effectivement, il faut postuler et ensuite, alors on ne prend pas d'equity, ce n'est pas du tout notre modèle économique, donc pas de capital, on paye au poste de travail, 195 € par poste par mois à Paris, ce qui est assez abordable. On ne logue pas d'un point de vue timing, donc vous postulez au Founders Programme, vous êtes reçu par le Founders Programme, vous n'allez pas rester 12 mois ou 24 mois, c'est comme vous voulez, on demande tout simplement de rester au moins 3 mois, sinon il n'y a pas forcément d'intérêt, mais ensuite vous pouvez partir lorsque vous en avez le besoin et l'urgence business, ou il y a plein de choses qui arrivent dans la vie d'une startup. Et par rapport au programme, on ne va pas vous assigner un mentor, il y a pas mal de choses qui nous ont été remontées, un mentor ça peut être top, mais ça peut être top pendant quelques semaines, quelques mois. Ensuite, vous pivotez, vous changez de business. Votre mentor n'est pas forcément adapté. Alors, ce qui ne signifie pas qu'on n'aura pas des experts sur place. On aura une tonne, mais on ne va pas vous assigner un mentor. Donc, vraiment, la flexibilité, c'est très important. Les startups sont par définition flexibles. Il faut que les programmes autour le soient aussi. Ouais, donc on ne l'a pas précisé, mais parce que ça allait de soi, il n'y a pas d'equity en échange. Évidemment, tout le monde le sait, mais ça va mieux en le disant. C'est le dernier bébé de Xavier Niel, quand même. Ceci explique cela, je dirais. Il y a une petite chose sur laquelle je voulais t'entendre aussi, justement, sur les éléments de différenciation. C'est quelque chose qu'on voit pratiquer aux US, notamment sur le no demo day anymore. Et vous ne faites plus de demo day, YC n'en fait plus, 500 startups qui sont des programmes d'accélération US ont tué le demo day. Et c'est quoi cette notion de demo day? Qu'est-ce qui n'allait pas avec le demo day? Ça rejoint cette notion de flexibilité, c'est que le temps du démo day, le temps de la rencontre avec les investisseurs va dépendre de la startup, va dépendre de son business, de sa verticale, de ses choix. Et on a fait un choix dans le Founders Programme de mélanger toutes les boîtes de tech. Donc elles doivent être tech, elles ont des business totalement différents, elles sont pour la plupart assez jeunes, mais entre une boîte de hardware et une boîte qui fait une application mobile, elles ne vont pas avoir le même time to market, elles ne vont pas avoir le même besoin par rapport aux investisseurs. Ce qu'on aura quand même c'est un campus, donc on aura sur site des fonds d'investissement qui seront présents de manière permanente. On va avoir des rencontres quotidiennes, hebdomadaires entre fonds d'investissement et start-up. Mais on ne va pas l'institutionnaliser à la fin d'un programme, parce qu'il n'y a pas de fin de programme. C'est vraiment à la carte. C'est ce qu'on disait sur cette notion de campus. Pour avoir entendu justement Xavier en parler, à chaque fois il ajouterait très modeste en disant c'est juste un campus. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette notion de campus, c'est la colonne vertébrale et on regroupe tous les acteurs, donc votre programme, le programme des partenaires, mais pas que, il y a cette envie de cross-fertilisation, c'est un terme un peu jargonneux, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Parce que je crois que c'est un peu ça l'ADN du campus. L'ADN du campus, c'est l'ADN de l'ensemble de ses composants. Pour revenir encore au Founders Programme, donc on mélange toute boîte de tech, c'est qu'on est convaincu que vous êtes une boîte très jeune au stade du MVP, vous faites de l'intelligence artificielle, vous faites du hardware. La rencontre entre les deux peut générer des choses assez extra. Et pareil, on a un ensemble de programmes. Le Founders Programme n'est pas un programme isolé et l'ensemble des programmes de start-up de Station F ne sont pas isolés, ils vont communiquer entre eux. Et les programmes partenaires que je mentionnais tout à l'heure sont sur des stades de maturité un peu plus avancés, sur des verticales très précises. Facebook va s'occuper d'un programme d'accélération autour de la data, vente privée autour du fashion tech, Zendesk sur la partie plus B2B SaaS. Et l'ensemble de ces programmes vont communiquer, vont partager des assets, des contenus. Et en dehors des programmes de start-up, on va retrouver aussi
d'autres acteurs. C'est un vrai campus. Il y a un Maker Lab géré par TechShop à Station F. Il y a des bureaux permanents pour des fonds d'investissement avec Kima qui sera présent, avec Daphne Capital, avec Ventec. On aura aussi des fonds d'investissement étrangers qui pourront passer de manière temporaire et bosser directement à Station F. On aura un café, un anti-café, etc. etc. Ouais. Et justement, un des éléments de ton rôle et ta mission, c'est vraiment d'être le garant de cette cross-fertilisation et dès qu'il y a une best practice, une opportunité, en faire bénéficier à tous, quoi. Je crois que c'est ça aussi le Startup Relationship Manager. Ça dépassait ma casquette, c'est le rôle de l'équipe Station F et le rôle surtout de Roxane qui gère le campus, qui est la boss de Station F. Et vraiment, Roxane insiste beaucoup sur cette gouvernance en interne, sur le fait que l'ensemble des acteurs du campus sont membres d'un campus qui va dépasser leur propre rôle. Et chacun doit échanger. Et sous ma casquette de responsable du Founders Programme, mais je vais vraiment avoir besoin des partenaires qui seront présents, de l'ensemble des expertises. Et ça fait partie de la différenciation de ce programme, c'est que ce programme n'est pas isolé et il va pouvoir être accompagné par d'autres acteurs qui seront présents autour. Alors justement, en discutant hier, tu avais utilisé ce mot, moi, qui me plaît bien. Tu avais parlé d'asset. Donc vous avez vos programmes et vous devez tous contribuer à l'asset du campus, ce qui fait qu'on va avoir une espèce de petite bourse comme ça. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais avec tout un tas de perks, d'avantages. Et je crois qu'ils sont pas petits du fait de la taille. On peut en lister quelques-uns, là, un peu en exclu. Bien sûr, on aime bien dire qu'on sera le plus gros campus de start-up au monde. Alors, c'est sympa de dire qu'on est le plus gros, mais il y a surtout un vrai intérêt, c'est justement pour les avantages qu'on peut apporter aux start-up. On en a révélé quelques-uns. Donc les perks, du coup, l'ensemble des avantages auxquels auront accès les start-up. Donc je suis une start-up de Station F, du Founders Programme, d'un programme autre géré par Facebook, Nouma, etc. Je vais pouvoir accéder à cette liste. Donc on va retrouver quoi? On va retrouver un ensemble de catégories classiques, sales, marketing, tech, etc. Et ces perks-là viennent tout simplement de recommandations. On parlait de la démarche qu'on a eue dès le départ, poussée par Roxane, de rencontrer l'ensemble d'entrepreneurs. On leur demandait quels étaient les services qui étaient hyper utiles lors de vos premiers mois. On les a listés, on les a recommandés, on allait chercher les meilleurs avocats, les meilleurs experts comptables, les meilleurs softwares, et pour négocier, pour avoir des offres vraiment exclusives pour Station F. Et il y a quelques mois, on a eu le passage de l'un des fondateurs d'Airbnb qui est venu révéler un perks Airbnb pour Station F. C'est la première fois qu'Airbnb fait ce type de démarche envers un programme d'accompagnement startup. Donc, vous êtes une startup de Station F, vous allez pouvoir accéder à un ensemble d'avantages de crédit voyage Airbnb dans le cadre de votre travail. Et donc ça, c'est un des exemples. Zendesk va aussi proposer sa solution pour le campus. Donc on a énormément d'avantages et dès juillet, lorsque les startups vont arriver sur le campus, elles vont pouvoir accéder à près de 120 avantages de ce type. Super, merci Marwan. Alors là, on a parlé produit, programme. Moi, j'aime bien avoir toujours l'angle humain, les gens qui incarnent. Et justement, le Founder Programme, c'est des gens et pas n'importe lesquels. Il y a des super pédigrés. Tu peux nous en donner un petit peu un avant-goût? Bien sûr, là encore dans la démarche, vraiment l'un des piliers du programme, c'est le saut entrepreneurial. On veut que tout soit validé par des entrepreneurs, que ce soit les perks, que ce soit les piliers, la manière dont on va animer la communauté, mais aussi la sélection. Donc on a constitué un board de sélection. Donc, alors comment, même pour revenir un peu en arrière, comment on postule au Founders Programme? On va, de manière très classique, on va sur le site, on remplit un petit formulaire. Et ensuite, on va être évalué par un board de sélection constitué de 100 entrepreneurs qui viennent de 21 pays différents. Et là aussi, on a voulu avoir une certaine diversité dans les profils, donc tout type de business, de l'IT, du SaaS, de la fashion tech et tout type de pays. Ces 100 entrepreneurs, pour vous donner un peu un exemple, ils ont levé entre 5 et 10 milliards de dollars dans leur vie d'entrepreneur. Ils ont embauché près de 25 000 personnes. Au global, tous les fondateurs confondus. Au global, bien sûr. Et on a le fondateur de Docker, donc Solomon Hykes. On a le fondateur de Blablacar, de Devialet, qui évalue ces dossiers. On a plein de profils d'autres pays. On a le fondateur de SoundCloud, Eric Valvos, qui évalue les dossiers du Founders Programme. On a Idatin, qui a mis en place Clou, une solution pour suivre la santé des femmes, donc une solution qui vient d'Allemagne. On a des Mouglou de Turquie, qui est l'un des fondateurs, l'un des leaders de la fashion tech en Turquie. On a énormément de profils. Je vous disais qu'on allait décoller. Je vous mentais pas, il y a les avions au-dessus. On n'est pas très loin.
Là, c'est touchy l'aéroport à Nantes, donc on va move on. Justement, l'international, c'est un gros sujet. Ouais. Dès qu'on a une initiative en Europe, en France, l'internationaliser, c'est toujours une tension. Et finalement, on sent que ce campus, de par tout ce que tu viens de nous expliquer et sa taille, n'aura pas à s'internationaliser, mais c'est un peu l'international qui va venir au campus. On peut parler du fellowship programme qui peut jouer un rôle là-dedans, mais comment tu vois l'internationalisation de l'initiative et du lieu ? Même pour continuer la présentation du lieu, parce que c'est un projet porté à 100% par Xavier Niel. Donc il y a le bâtiment de Station F qui va ouvrir très bientôt. Dans un an, on aura un espace de logement qui va se rattacher à la vie du campus, donc un espace de co-living avec 100 appartements et 6 lits chacun, donc près de 600 places. Donc c'est vraiment l'idée de promouvoir l'entrepreneuriat en France, à Paris. Voilà, j'ai postulé, je viens de l'étranger, je vais pouvoir postuler pour le bon programme, avoir le logement dès le départ, être directement opérationnel. Donc ça fait déjà partie des caractéristiques physiques du lieu. Et ensuite, même dans le cadre du Founders Programme, on va avoir deux types de profils. On a des boîtes françaises très jeunes, qui ont quelques mois, qui ont stade de MVP. On a des boîtes étrangères. On a eu des candidatures du Pakistan, du Népal, de l'Équateur, de Tunisie, du Cameroun, et pas mal de pays européens forcément, qui cherchent à avoir une deuxième antenne. Et c'est une manière très simple de découvrir le marché européen, une manière très peu chère de le faire aussi. On ne paye que par poste. Donc ça, c'est une première approche. Et effectivement, on peut rappeler le pricing, le coût du coup ? 195 € par poste. Par mois, voilà. Donc, et puis après, vous n'êtes pas loqué encore une fois sur un certain nombre de mois. Et effectivement, dans les échanges qu'on a eu avec les entrepreneurs, lorsqu'on a tous commencé sur le projet dans l'équipe, on a eu cette demande je suis un entrepreneur de province, je suis un entrepreneur étranger, je veux quand même profiter du campus, comment on fait où j'ai pas forcément besoin d'être accompagné, mais je veux pouvoir aller sur le campus de Station F. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le fellowship. Alors fellowship, c'est pas un programme, c'est plus un club, c'est un peu comme un abonnement à un club de sport. Je suis de passage à Paris, je vais pouvoir bosser à Station F et me frotter un peu à l'écosystème, networker, réseauter. Et donc c'est 75 € par mois, clairement. Ça vous donne accès à 5 jours d'accès au campus, aux événements communautaires, à l'intranet. Donc vous pouvez accéder aux membres de Station F à distance. Donc ça, c'est super pertinent pour les boîtes de province qui sont forcément forcées à bosser directement à Paris, mais avoir pas mal de rendez-vous à Paris, mais aussi des incubateurs, accélérateurs ou fonds d'investissement étrangers, nos voisins européens qui ont ce besoin-là aussi de pouvoir avoir un endroit, un cadre très sympa pour networker et pour bosser. Parce que ce qui est intéressant dans l'articulation future qu'on peut anticiper, c'est quelque chose que j'ai pu voir un petit peu dans vos decks de présentation, c'est ce côté peer-to-peer. Souvent on articule l'articulation en montant des mentors, en ayant un truc un petit peu bottom-up où on va vous donner les process. Vous revendiquez un chiffre, moi, qui m'a marqué, qui me parle bien. On revient sur cette notion d'humain. 90% des solutions sont apportées par les pairs, en fait. C'est le fait de rencontrer des gens qui se sont confrontés aux mêmes problèmes. Il y a des choses qu'on peut raconter là-dessus. C'est des choses que vous avez ramenées du road trip à l'international. Road trip et échange en permanence avec les startups. C'est qu'on a même des fois des startups qui ont levé plusieurs millions, qui ont postulé au Founders Programme, pas forcément dans la cible, mais qui veulent venir pour profiter de l'émulation collective. Et ça, c'est très important. Et même dans le cadre du Founders Programme, on a pris quelques boîtes un peu plus avancées. Elles vont jouer un peu le rôle de rôle modèle justement pour des boîtes un peu plus jeunes. Et c'est vraiment la tagline qu'on met en place pour le Founders Programme, c'est que 90% des problèmes des entrepreneurs sont résolus par d'autres entrepreneurs. C'est que le staff Station F est très important, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir accélérer ces échanges entre entrepreneurs. Et clairement, on est aujourd'hui dans un nouveau paradigme du savoir. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous bossez, vous devez bénéficier de l'intelligence des autres. Et c'est vraiment un lieu d'intelligence collective. Et aujourd'hui, il faut vraiment échanger. Il y aura des boîtes concurrentes à Station F, il y aura des boîtes qui seront sur des business totalement différents, mais elles vont pouvoir vraiment échanger. Et on nous demande souvent quelles sont les prochaines verticales de référence. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va boomer? Est-ce que c'est l'impression 3D? Est-ce que c'est... Et finalement, ce qui va être intéressant, c'est la rencontre entre une boîte de biotech et une boîte d'impression 3D, la rencontre entre une boîte qui fait des drones et une boîte qui fait de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de choses qui vont se passer à ce niveau-là. Et les échecs des uns et les réussites des uns vont vraiment nourrir les autres et permettre d'avoir un temps d'accélération un peu plus court finalement.
On peut parler de l'équipe aussi parce Bien que forcément, encore une fois, moi, c'est les gens qui font. Et l'équipe de Station F est particulière aussi. Alors, vous avez tous un peu des start-upers, des backgrounds, vous avez tous polyglottes, vous avez tous. Tu peux nous faire un petit Bien sûr. personae un petit peu sur les différents membres de l'équipe? Alors je l'ai cité, donc forcément la directrice du projet c'est Roxane Varza, donc qui vient de Palo Alto tout simplement, donc qui est américano-iranienne et qui est un peu l'une des papesses des startups de l'écosystème en France, donc qui a constitué l'ensemble de l'équipe et qui a vraiment eu cette envie d'avoir cet ADN startup dans chaque membre de l'équipe, startup et tech. Et Roxane est très impliquée dans différentes initiatives, notamment Starter pour pousser l'entrepreneuriat féminin en France. Elle était la rédac chef de TechCrunch en France. Donc, elle a lancé l'accélérateur Microsoft aussi il y a quelques années en France, donc très impliquée dans l'écosystème. On a Rachel Vanier qui est franco-hongroise, qui est très impliquée là aussi dans l'écosystème startup, qui est l'ancienne DIRCOM de eFounders et qui est maintenant la DIRCOM de Station F et qui est aussi écrivain à ses heures perdues, entre guillemets, mais elle vient quand même lancer son deuxième roman à moins de 30 ans, ce qui est un exploit. On a Cédric qui gère l'ensemble des partenaires, donc l'ensemble des partenaires que j'ai cités, que ce soit les partenaires qui ont d'accélération, les perks, les fonds d'investissement qui seront présents, c'est Cédric qui gère tout ça. Donc Cédric, c'est un serial entrepreneur, donc, notamment dans la musique. Il a créé Traxer il y a quelques années. On va avoir Marie qui gère l'équipe événementielle qui vient de Founders Forum. Donc on a vraiment combien au total du coup, on est 14. 14. Donc il y a vraiment cet ADN startup et tech à différents niveaux, que ce soit au niveau événementiel, au niveau com, au niveau entrepreneurial directement. Voilà. Et alors justement, toi Marwan, comment tu t'es retrouvé à bord de cette aventure? Parce qu'on a compris, c'est le bébé de Xavier Niel. Il a été chercher ce qui se fait de mieux, je pense, en startup lover, en compréhension. Roxane, c'est quand même la Dream Team. Moi, j'ai pas de problème à la qualifier comme ça. Comment tu te retrouves à bord de cette Dream Team? C'est toujours dur de c'est moi qui le dis, Dream Team. Mais effectivement, alors c'est une super équipe, ça, je dirais jamais le contraire. On prend un pied extra à bosser ensemble. Il y a ce côté startup. On est une startup. On crée le projet depuis le départ. Moi, je suis comme beaucoup de monde ici, moi je suis un passionné de tech et de startup, donc j'ai commencé dans la tech à l'âge de 6 ans lorsqu'on m'a mis Nintendo dans les mains. Moi, je suis tombé par la tech via le jeu vidéo au départ, et le jeu vidéo c'est quelque chose de très passionnant parce que c'est une industrie qui adresse énormément de sujets qui se retrouvent ailleurs dans la tech, et c'est même une industrie pionnière. Donc lorsqu'on bosse, et c'était mes premières expériences professionnelles dans le cadre du jeu vidéo, c'est que on va voir. C'est une industrie qui a même fait du social avant l'ère des réseaux sociaux. Donc, quand vous voyez les mécanismes de co-création entre joueurs, les jeux massivement en ligne où les joueurs chattent, travaillent ensemble, collaborent ensemble, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. On voit aussi, c'est l'une des industries qui a popularisé les bots avant l'heure. Lorsqu'on n'avait pas d'amis, on jouait contre des intelligences artificielles. Donc, il y a le cloud gaming, il y a l'utilisation aussi de l'IT qui est très, très, très intéressante. Quand vous jouez à des jeux qui sont joués par des millions de personnes, quel est l'IT derrière, quel est le cloud qui est derrière, qui permet de supporter cette mise à l'échelle? Donc, lorsque vous commencez dans le jeu vidéo, vous avez envie de déflorer d'autres sujets. Donc je me suis retrouvé aussi à vouloir creuser un peu l'IT, les sujets cloud, les sujets serveurs. Donc j'ai eu la chance de travailler 1 an dans la Silicon Valley dans une startup à Mountain View qui faisait du cloud privé, qui s'appelait Nimbula, qui avait été fondé par l'un des fondateurs du cloud Amazon EC2. Donc c'est l'ancien VP Engineering d'Amazon qui a créé cette startup. Et c'était génial, c'est passionnant. Vous vous retrouvez dans la Silicon Valley. Voilà, je voulais te faire un petit focus SF. Comment ça t'a impacté? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience SF et à partager un petit peu, parce qu'on n'a pas forcément tous eu l'occasion d'aller rencontrer ces écosystèmes et ces boîtes. Toi, tu as vécu un petit peu là-bas. Tu en retires quoi? Passionnant. Dans l'équipe où j'étais lorsque je suis arrivé, donc c'est une startup qui était à l'époque backée par Accel Partners et Sequoia Capital, qui avait levé 25 millions de dollars. C'est passionnant, on se retrouve, on arrive, il y a 15 personnes qui viennent de tous les pays, des Israéliens, des Pakistanais, des Indiens, des Chinois, des Français, des Américains forcément. Vous voyez les ingénieurs autour de vous qui conçoivent le produit. Moi, c'est la première fois que je voyais la team ingénieur vraiment autour de moi. On cherche le product market fit. Donc, c'était un nouveau marché à l'époque, ce marché du cloud privé, de l'infrastructure de service à domicile, on va dire. Donc, on cherche les nouveaux marchés. Il y a un scope qui est vraiment international. Le premier client n'est pas forcément en Californie, il peut être en Inde, en Chine. Et il y a cette capacité à vraiment aller chercher n'importe quel client
n'importe où. Le premier client, notamment, a été pour moi, dans mes souvenirs, en Russie ou en Asie. Donc, c'était super intéressant de voir qu'il n'y a aucune limite, soit dans la captation de talents, donc ils n'hésitaient pas à recruter dans n'importe quel pays, et aussi dans la recherche des premiers clients. Et une boîte très agile a fini avec 25 personnes et qui a fini par être achetée par Oracle. Là, on voit vraiment tout ce que peuvent apporter les startups. C'est que vous avez une boîte comme Oracle, assez installée dans l'univers des logiciels propriétaires, qui avait un business model qui commençait à se faire bousculer par d'autres boîtes à l'heure du cloud. Et donc, vous avez besoin finalement de 2 compétences, à la fois une compétence produit et des ingénieurs. Et Nimbula a pu être une bonne réponse pour Oracle. J'adore ces restitutions d'expérience. J'ai une question qui me vient du coup qui repart sur vos Founder Programmes et les gens qui sont à l'origine de la sélection. J'imagine que vous avez travaillé en collaboration étroite. Du coup, tu as des gens parmi ces super entrepreneurs qui t'ont particulièrement marqué ou qui auraient des mindsets particulièrement impactants que tu aurais pu constater et que tu pourrais nous donner des petites anecdotes, là, des gens qui t'ont marqué? C'est dur d'en trouver un seul ou une seule parce qu'ils sont vraiment des profils assez différents. Vous avez les serial entrepreneurs, vous avez les entrepreneurs qui ont réussi dès le départ. Je pense notamment à Paul Duhan. Paul Duhan est un super profil et je vous invite à regarder si vous ne le connaissez pas encore. Alors, je pense que tout le monde commence à le connaître. Il veut tuer le chômage, c'est ça? Exactement, c'est une petite mission assez sympa. Donc, il veut disrupter Pôle emploi, entre guillemets, donc, avec Base Impact notamment. Et c'était le premier non-profit au Y Combinator. Voilà. Donc, Paul Duhan qui utilise les data notamment pour trouver le bon match entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc, quelqu'un de très jeune mais hyper impactant et ce qui a vraiment été le point commun de l'ensemble de ces membres du Selection Board, c'est le focus sur l'équipe. Quand on regarde les commentaires, les feedbacks sur chacun des dossiers, c'est vraiment ce qui compte, c'est qu'ils vont regarder le MVP, ils vont regarder forcément la différenciation produit, mais ils vont surtout regarder l'état d'esprit de l'équipe et les membres du board recevaient 2 choses, le dossier écrit et une vidéo où les fondateurs devaient se présenter, et, leur motivation, le côté aussi personnel dans leur démarche. Et on voit vraiment que c'est là où ils ont mis la plupart le focus et le curseur, c'est que lorsque l'équipe avait un potentiel assez gros, ils voulaient vraiment creuser et même déjà les faire pivoter sur certains sujets. Donc vraiment la force de l'équipe, les liens entre les fondateurs et la diversité de ces fondateurs, c'est vraiment ça qui a marqué. Il nous reste 2-3 minutes. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder. J'en ai moi une dernière. Du coup, si je résume un petit peu les valeurs pour ce qu'on a évoqué, on a la flexibilité, on a cette notion d'international, cross-fertilisation. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? On parlait de mixité. Hier, on avait justement une conversation un petit peu enflammée là-dessus. Ça fait aussi partie de vos valeurs? C'est super important. On est à un endroit très gros. Il y aura 3000 start-upers, 1000 start-up qui seront dans ce lieu. On aura la diversité, il y a plusieurs façons de prendre ce bout de la diversité. Il y a diversité des stades d'avancement avec les différents programmes, vraiment, diversité des business, diversité des profils. On insiste beaucoup là-dessus et dans le cas du Founders Programme, c'est pareil. On est aussi allé chercher certains profils qui ne tombaient pas naturellement parce qu'ils n'avaient pas forcément connaissance de Station F et des programmes d'accompagnement startup. Donc on est aussi allé en chercher. C'est très très important pour nous. Simplement parce que c'est un paradoxe. On ne peut pas penser, ce qu'on disait, on discutait hier, on ne peut pas penser l'innovation si on n'a que des profils similaires. Donc il faut vraiment que ce soit un mélange géographique, un mélange social, un mélange entre Paris et la province, un mélange avec les autres pays, un mélange des business. Il n'y a qu'avec ces sauces-là qu'on va vraiment avoir des business assez différenciants. Super, on a hâte. Merci Marwan. Merci à toi, merci à tous.